Donc concernant l'épidémie, on a eu des nouvelles assez contrastées. Côté épidémique pure, le nombre de nouveaux cas a finalement baissé moins vite qu'attendu au niveau mondial. Et on a même un rebond dans la zone euro, ce qui est plutôt une déception. C'est vrai que ce rebond se fait sans augmentation significative des décès, donc c'est à modérer. Mais c'est vrai que c'est quand même une nouvelle plutôt négative. Côté bonne nouvelle sur l'épidémie, c'est l'avancée sur les vaccins. On a beaucoup de vaccins candidats qui pourraient être homologués d'ici la fin de l'année. On en a 3, 4, 5. On peut espérer qu'il y en ait au moins un ou deux qui soient homologués, ce qui ouvrirait la voie à une campagne de vaccination massive pour la mi-2021. Donc, concernant l'économie, le rebond de l'activité a été plus fort que ce que le consensus anticipait il y a quelques mois. Ce rebond n'est pas homogène, on a des secteurs qui rebondissent très fortement, comme la consommation de biens durables, où on a un effet de rattrapage. Il y a des secteurs qui sont plus compliqués, par exemple bien sûr l'hôtellerie, la restauration. Mais au global, l'estimation de l'INSEE, c'est qu'au mois d'août, on était revenu à un niveau qui correspond à 95% de la normale. Et notre anticipation, c'est qu'en toute fin d'année, on devrait être revenu à un niveau d'environ 97% de la normale. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il n'en reste pas moins que passer de 100 à 97, c'est perdre 3% d'activité. Et ça correspond à une récession qui est dure. Et donc, si on a une récession qui est dure, au final, on va avoir les conséquences d'une récession dure, donc une augmentation du chômage à venir et une augmentation aussi sans doute du nombre de faillites. Il faut s'y attendre pour les prochains mois. Passé la fin d'année, se pose la question de la croissance 2021. Notre sentiment, c'est qu'avec toutes les mesures de soutien qui sont mises en place, cette croissance va être assez dynamique. Et donc, au final, on pense qu'on va retrouver les niveaux d'activité qui prévalaient avant la crise à la fin de l'année 2021. Donc, concernant les marchés, la période récente a été très compliquée, avec un choc économique d'une violence incroyable d'un côté, et puis de l'autre côté, une réponse très rapide et très massive des autorités budgétaires et monétaires. Au final, les marchés se sont repris rapidement, c'est une bonne chose. Alors que faire à partir de maintenant ? On pense qu'il n'y a toujours pas un grand intérêt à aller vers du monétaire ou de l'obligataire d'État qui rapporte zéro, voire une rémunération négative. On préfère se positionner sur les actifs risqués, le high yield, les dettes subordonnées financières et les marchés actions. Alors c'est vrai que ces classes d'actifs ont déjà beaucoup rebondi. C'est vrai que si on prend les actions par exemple, on a des niveaux de valorisation aujourd'hui qui sont plus élevés que les niveaux de valorisation qu'on avait il y a 1 an ou il y a 3 ans. Mais on pense qu'il y a de bonnes raisons à cela. On a déjà le fait que les taux d'État étant à zéro à peu près partout dans le monde, il n'y a pas beaucoup d'alternatives aujourd'hui aux actifs risqués. Et puis on a l'engagement très affirmé des autorités budgétaires et monétaires à soutenir l'activité de façon quasiment illimitée. Et ça, c'est bien sûr quelque chose de rassurant. Donc on privilégie ces actifs risqués. Pour autant, la période pratiquement sans volatilité qu'on vient de connaître ne devrait pas durer. On a des facteurs de risque qui réapparaissent. On a le Brexit avec des négociations difficiles. On a l'élection américaine qui s'annonce quand même très compliquée. Et donc on ne serait pas étonné de voir la volatilité réapparaître. Et c'est pour ça qu'on conseille de choisir des supports d'investissement extrêmement liquides pour pouvoir rester mobile et adapter son allocation d'actifs en fonction de l'environnement de marché.